je sais pas quand la vie va s'arrêter. Donc autant kiffer ce que je fais et prendre des risques, tu vois. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Pour moi, c'est plus important de vivre un moment que de montrer quelque chose. En fait, on m'a jamais dit que l'art, c'était un métier. J'y allais en cours pour aller en cours. Ça me plaisait pas d'apprendre des trucs que j'avais pas envie d'apprendre. Alors, donc bonjour Laura Gilly, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Alors, je savais pas s'il fallait te le dire, mais je vais te le dire parce que je teste un truc que je n'ai jamais testé aujourd'hui. Oh là là. Tu es cobaye La numéro... pression. Mais tu es cobaye numéro 2. Il y a une semaine, j'ai interviewé une danseuse étoile. Canon. Ouais, Trop bien. trop bien, et c'est pas encore sorti. Mais et du coup, pour cette interview, j'avais fait un truc, c'est que j'avais aucune note. Parce que tu vois, j'élimine les notes petit à petit. C'est-à-dire qu'au tout début du podcast, j'avais des grosses feuilles avec plein de questions et je passais mon temps à lire les questions et j'écoutais pas les gens. C'est beau, c'est que tu prends confiance en toi. Certainement. Mais je me suis dit, bon, alors j'avais réduit les notes, j'avais plus que des petites feuilles sur un cahier. Et pour donc Valentine Colassante, qui est la danseuse étoile, j'ai pas regardé de notes du tout. Et alors là, je vais aller encore plus loin dans le délire. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de quasiment pas préparer. Pour en gros me dire... pas par flemme du coup, mais pour. Cet épisode va durer 10 minutes. Pourquoi ? Est-ce qu'on aura des trucs à se dire ? Tu vas voir, on aura plein de trucs. Je te fais confiance. Et donc voilà, donc tu es mon premier cobaye de ça. Alors si jamais c'est nul, tu auras mes plus plates excuses. Mais normalement, non, je ne crois pas. Et donc, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Je te l'ai déjà dit juste avant. Mais double bienvenue, c'est bien ça. Tu es photographe. Oui. Tu es photographe depuis à peu près, je crois, 4 ans. C'est ça. Et en fait, la manière dont je t'ai découverte, c'est parce que j'invitais des gens sur Nouvelle École. Et à chaque fois, je leur disais, tu peux m'envoyer une photo pour faire le visuel de l'épisode. Et puis donc, les gens m'envoyaient des photos. Et au bout d'un moment, je suis là, mais c'est marrant, c'est toujours la même personne qui me demande de taguer sur les réseaux sociaux, qui était donc Laura Gilly. Et je me suis dit, mais en fait, comment cette Laura Gilly s'est-elle retrouvée à faire les photos de tous ces gens ? Je me suis dit, je vais l'inviter sur Nouvelle École pour lui demander. Et puis en plus, comme il n'y a pas eu de photographe depuis Alice Moitié, je crois, et c'est trop une bonne occasion. Et donc voilà, je suis très content de te recevoir. Oui, je suis contente d'être là. Alors dis-moi donc, comment t'es-tu retrouvée ? Comment t'es-tu mise à la photo en fait ? Oh là là, je me suis mise à la photo parce que, en fait, j'ai compris que si tu prenais les photos, t'étais pas dessus. Ce qui était plutôt un bon truc parce que je déteste être prise en photo. C'est une horreur. Ça remonte à quand ça du coup ? À 5 ans, 6 ans, par là autour. Mais je faisais des photos avec un petit compact de mes potes quand on faisait des pique-niques, des trucs, quand on allait se poser au bord du lac. Vraiment, c'était juste le truc pour pas être sur les photos. Ok. Mais il n'y avait pas d'idée d'en vivre ou quoi que ce soit. Enfin, je savais même pas que c'était un métier. Vraiment, c'est un truc que je n'avais aucune idée. Parce que t'as quel âge là ? La grosse question. C'est vrai ? Ouais. On n'a pas le droit de poser cette question ? Non. Ok. Non, alors en fait, je préfère pas y répondre parce que, en fait, étant une fille, c'est super nul à dire vraiment, mais étant une fille, quand tu donnes ton âge, on te juge là-dessus, on te juge sur ton physique, on te juge sur tout. Donc je préfère garder ça un peu. Ok. Secret. Non mais c'est intéressant. Alors ne disons pas ton âge, mais du coup cette chose m'intéresse. En quoi, quand t'es une fille, il faut pas dire ton âge ? Alors non, c'est pas ce que je dis. Non, ok, c'était Moi, pas ce que je t'as dit. préfère ne pas le dire parce que je travaille avec des produits. J'arrive même plus à parler tellement ça me stresse d'être ici. C'est vrai, t'es stressée ? Oui, c'est pas. Je sors de ma zone de confort en fait. Ma zone de confort, c'est l'image, c'est pas la parole. Alors attends, t'inquiète pas parce que on peut vraiment être relax ici. Hein. Oui, mais bon, je stresse pour rien. Je stresse tout le temps. Donc voilà. Mais non, pour moi en fait, ça peut être un désavantage de dire parce que je travaille avec des artistes, je travaille avec des prods et on te juge fortement sur ce que tu es en fait. Surtout quand t'es une fille. Et moi j'ai commencé finalement assez jeune, tu vois, avant la vingtaine. Donc ça te donne des petites indications, tu vois. Et en fait, quand tu travailles avec des artistes, quand t'es une fille, on te prend très vite pour une fan. Quand j'ai commencé, maintenant ça va mieux. Genre pour une groupie, tu veux dire ? Ouais. Enfin, pas forcément une groupie, tu vois, mais juste une fan. Et ça donne un. Qui te prend pour une fan ? Des prods, des artistes, En fait, je sais pas. C'est une image quand t'as l'âge des fans, des gens avec qui tu travailles.
Ce qui est pas mauvais d'être fan, hein. C'est pas du tout un truc que je décrédibilise ou autre. C'est très bien et c'est très cool. Moi, je suis le plus gros fan de l'histoire. Je suis un énorme fanboy, quoi. Mais je trouve ça très bien, tu vois. Mais quand t'as une approche de l'image et que tu vas dans l'intimité des gens, il faut que tu aies ce recul de juste les voir comme des gens humains que tu vas photographier et pas comme la personne qui a fait ceci ou cela. Parce que sinon, t'arrives pas à faire quelque chose de T'as pas intéressant. le même rapport avec la personne, en fait. Où il va se méfier, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ces images? À qui elle va les montrer? Est-ce qu'elle va Enfin, tu vois? Donc là, tu parles de, par exemple, si tu dois prendre des photos de quelqu'un pour que la personne arrive à être naturelle, c'est ça? Mhm. Et que tu puisses avoir le meilleur de... Ah, c'est intéressant. J'ai un peu ça avec... par exemple, avec le podcast, je prends jamais de photos avec les invités, tu vois. Je me dis toujours, j'aimerais trop avoir des photos avec tous les gens qui sont passés sur Nouvelle École, mais j'en fais aucune. Parce qu'en fait, je me dis que si je fais une photo, j'avais lu une phrase quelque part qui disait t'es soit un fan, soit un ami, tu vois. Et qu'en fait, si tu fais la photo, bah, tu passes du côté fan un peu, tu vois. Et du coup, il y a un rapport différent qui se crée. Oui et non. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce comportement de jamais faire de photos avec les gens, sauf ceux que je connais vraiment maintenant, quand il y a des histoires, des moments que j'ai envie d'immortaliser avec eux. Enfin, je fais des photos des gens. Oui, parce que c'est vraiment tes amis, du coup, au bout d'un moment, non? Oui, au bout d'un moment. Mais à la base, même quand j'ai rencontré pour les premières fois, je vais jamais faire un selfie avec quelqu'un. Parce que je trouve que ça... Enfin, déjà, c'est pas naturel pour moi. En fait, je préfère vivre un moment avec quelqu'un ou faire une belle photo de lui dans un moment de sa vie plutôt que juste avoir une photo avec lui pour dire « Ah, j'ai croisé machin ». C'est un truc... Mais je crois que ça tient aussi de la mentalité suisse, ça, d'être très, très distant de tout ça, quoi. Ah ouais? Ouais, je crois comment ça? On a un truc vraiment plus calme en Suisse par rapport au... Bon, déjà, on a moins cette histoire de glorification des gens. On n'a pas beaucoup de grandes stars en Suisse. Donc, on est plus à les croiser, à les laisser tranquilles plutôt qu'à... Globalement, hein, il y a bien des... Pas tout le monde est pareil, tu vois, mais la plupart des gens sont assez dire « Ah, il y a machin qui est par là. Bon, bah, cool pour lui, quoi. » D'accord. En Suisse, c'est différent de, par exemple, à Paris. Ouais, vraiment. Tu l'as ressenti, ça, en arrivant? Ouais, complètement. Parce qu'ici, il y a quand même plus une distance qui se met automatiquement, non? Je sais que même quand je vois des gens connus, là, par exemple, la dernière fois, j'ai vu Depardieu dans un restaurant où je lui ai d'ailleurs demandé de venir sur Nouvelle École. Il a dit non, c'était une angoisse. Mais moi, quand je vois Depardieu, je suis un peu genre, oh, il y a Depardieu, tu vois. Oui, alors, moi aussi, j'ai ce truc complètement parce que j'ai pas par le nom ou par la personne, tu vois, mais par le travail qui a été fait par cette personne. Je trouve que le parcours des gens est fou. En parlant de Depardieu, moi, quand je l'ai pris en photo, j'en menais pas large. J'étais dans un petit coin. Tu l'as pris en photo? Oui. Enfin, on me l'a annoncé 2 jours avant. Et j'ai fait, ok, d'accord. Donc Depardieu, vraiment. Et j'ai toujours ce truc de, waouh, ok, c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses incroyables. Mais quand je vais le voir, ce sera juste une personne, en fait, dont l'émotion m'intéresse, en fait. C'est plus la personnalité ou le travail ou le parcours ou sa réussite qui m'intéresse, c'est l'émotion. Et j'ai toujours ce truc à chercher l'humanité des gens, en fait. Mais même, enfin, sur le moment, ça change complètement. Mais je pense que si je croise juste les gens comme ça, je le vivrais peut-être différemment. Si j'ai pas mon appareil, c'est très différent pour moi. Mais j'irais quand même pas demander une photo. Parce que, en fait, ouais, comme je disais avant, pour moi, c'est plus important de vivre un moment que de montrer quelque chose. Enfin, de juste prendre 3 secondes pour faire une photo. Ça apporte rien, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y a 2 buts différents. Si tu fais la photo, c'est pour montrer que tu as vu cette personne, alors que l'autre truc, c'est plus pour vivre un vrai moment dont tu vas te souvenir, enfin une vraie expérience finalement, c'est ça? Mais après, une fois encore, je critique pas les gens qui aiment prendre des photos avec des artistes, avec des gens un peu connus. Je pense que chacun peut trouver son bonheur dans quelque chose de différent. Moi, mon bonheur, il est dans l'instant vécu et pas dans l'instant montré. Et pour des gens, peut-être que prendre une photo, c'est vivre un truc fou, tu vois. Donc, je peux pas rabaisser ça non plus. Et donc, comment tu fais pour dépasser ce que tu as dit juste avant, cette espèce de syndrome de la fan un peu? Je l'ai pas trop de base, en fait. Non, quand tu dis que les gens te considèrent quand tu es une fille comme, dans ce sens-là, comme une fan. J'en sais rien. Je crois que ça s'est montré naturellement petit à petit de ma façon de me comporter quand on me faisait confiance, tu vois. Quand on me disait vas-y, fais tes photos, fais ta vie. Et justement, de pas prendre de photos avec les gens, de pas tout de suite montrer sur les réseaux sociaux j'ai vu machin, et juste montrer
j'ai travaillé pour machin, j'ai fait cette photo-là, je la trouve cool, ça s'arrête là. Donc de rester très professionnel dans un sens. Ouais. Est-ce que c'est pour ça du coup que tu donnes pas ton âge ou d'éléments personnels parce que tu veux rester une sorte d'entité un peu pro et mais pas mêler de perso, c'est ça? Quand même, je sais que tu me suis sur Instagram, du coup, je mets pas beaucoup de photos de moi. J'en mets très peu. T'en mets aucune. Ouais. Moi, il y en a une sur ton site qu'on voit vaguement avec ton appareil qui cache la moitié de ton visage. Oui, parce que un de mes potes qui m'a fait ce site m'a forcé à la mettre. Moi, je voulais pas mettre de photos de moi. Tu voulais pas parce que parce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est une stratégie? De la timidité. Déjà, c'est pas mon genre de me montrer, en fait. C'est vraiment un truc. Ça me correspond pas, en fait. C'est pas moi. Donc, après, il faut bien le faire un minimum parce que c'est comme ça, en fait. Je sais même pas pourquoi, mais j'arrive à le faire un minimum. Il y a 2-3 photos que je poste. Sur mon Facebook perso, il y a 2-3 trucs, mais très vite fait, quoi. Mais typiquement, tu vois, Instagram, je le considère un peu comme une sorte de book où vraiment il y a que mes photos et mon travail. Et si je mets des photos de moi, c'est parce que je vais prendre un livre avec une photo que j'ai faite dans les mains ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est aussi mon caractère j'ai jamais beaucoup aimé me montrer, en fait. Donc pour toi, est-ce que tu penses que c'est important de rester professionnel comme ça ou est-ce que c'est juste la manière dont tu fais les choses? Est-ce que tu penses que par exemple c'est risqué de mélanger les deux? Si tu mettrais pas sur ton Instagram par exemple des photos de toi et des photos des gens que tu prends en photo? Non, je pense pas que c'est risqué. Je pense que ce qui est important, c'est de rester soi-même et de rester fidèle à ce qu'on est, en fait. Moi, c'est pas mon truc de me montrer, donc je vais pas le faire. Si quelqu'un, il aime se montrer, il le fait, c'est sa personnalité, donc c'est important qu'il le fasse. Je pense que ce qui est essentiel, c'est pas de se dire je vais faire comme ça parce que je pense que ça va fonctionner comme ça. Fais-le juste comme t'es et comme tu sens les choses, en fait. Ok, donc pour quelqu'un qui commencerait par exemple à vouloir prendre des photos, finalement il n'y a pas de règle par rapport à si tu te montres, si tu te montres pas, etc. Je pense pas. En fait, ta seule règle, c'est de savoir, si on parle photo typiquement, c'est de savoir que les gens te doivent rien. Si on te dit je veux pas que tu me prennes en photo, c'est un non, en fait. Parce que tu vas toucher à l'image des gens et c'est quelque chose de très sensible et de très fort de capturer une image de quelqu'un, en fait. Donc pour moi, ma seule règle, c'est de respecter si on te dit non. Ou s'il y a une photo que tu adores et que tu trouves que c'est la meilleure photo de ta vie et que le mec te dit je m'aime pas dessus, ne la publie pas, mais accepte-le et la publie pas, en fait. Ça arrive souvent, ça? Oui et non. Moi, pas tant que ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois ou une fois en particulier où ça m'a fait mal quand on m'a dit non parce que j'adorais ma photo. Et... C'était quoi? C'était pour... Ah, j'ai un blanc du prénom. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Un humoriste. Putain, ça va me perturber tout le long. Bref. Ah oui, Gaspard Proust. Ok. Voilà. D'accord. Qui est assez compliqué sur son image. Ce que je comprends totalement parce que c'est une personne très sensible et très émotive. Et quand tu le prends en photo, forcément, il y a des choses qui ressortent, en fait. Et suivant quelque chose, c'est une espèce de mise à nu, en fait, de prendre quelqu'un en photo. Et t'as pas toujours envie que ce soit exposé sur des réseaux, etc. Ça veut dire quoi, il y a des choses qui ressortent? Une personne ressent des choses, vit des choses. Pour moi, une photo, ça parle émotionnellement, en fait. Tu peux la lire de différentes façons, mais quand tu fais un portrait de quelqu'un, il y a forcément son état à l'instant où tu l'as pris en photo qui veut dire quelque chose. Je sais pas si tu me comprends ou si c'est un truc de photographe. Non, mais ça m'intéresse vraiment. Parce que je pense qu'il y a différentes lectures. Par exemple, sans doute que moi, je suis beaucoup plus novice du coup que toi dans la photographie. Enfin, c'est évident même. Et sans doute que quand je regarde une photo, j'ai qu'une sorte de première lecture un peu, tu vois, où je vois la photo, tu vois. Et sans doute que toi, tu vois autre chose derrière. Oui, je vis aussi les photos avant de les prendre et après les avoir prises, tu vois. Il y a un truc très différent de juste voir l'image. Ça veut dire quoi? Je vis les photos avant de les prendre. Je vis l'instant avec la personne que je prends en photo, D'accord. tu vois. Je lui parle avant, je lui parle après, je sais à quel point il aime son image ou pas. Mais ça, c'est quelque chose. Est-ce que le but, c'est d'arriver à faire ressortir ça dans la photo que tu as prise? Le moment du truc? Ouais. Le moment du truc et surtout la personne, ce qu'elle est vraiment, en fait. Je cherche pas du tout... Pas du tout, c'est un grand mot quand même. Je cherche pas l'esthétique, en fait. Je cherche pas à ce que mon image soit forcément belle avec des lumières de fou, des trucs incroyables. Je cherche à faire ressortir ce qu'est la personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vivait à ce moment-là, s'il y a du trac, de la joie, de la tristesse. Et c'est ça qui me passionne et qui m'intéresse, en fait. Et comment tu fais alors? Je sais pas.
Juste, je vis l'instant. En fait, Ouais, mais déjà, t'as bien dû. Non, mais déjà, je suis hypersensible, vraiment. Je pleure tout le temps. C'est un truc, pas devant les gens, mais souvent en rentrant de shoot, de machin, je pleure parce que. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Je pleure tout le temps. Pourquoi tu pleures en rentrant de shoot, par exemple ? Parce que c'est fou, parce que ce que je vis est dingue et que je suis une éponge et j'accumule les émotions des gens, en fait. Même pendant des spectacles, des fois, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis que c'est fou, que c'est trop bien, que l'amour du public est fou pour l'artiste. Et vraiment, je vis les choses à 300%, en fait. C'est un truc de... Depuis toujours, ça ? Depuis toujours. Et justement, je suis vraiment une éponge et j'accumule les émotions et j'y retranscris dans mes photos. Et heureusement, parce que sinon, je sais pas comment je survivrais. C'est vrai que c'est une manière pour toi d'évacuer des choses ? Ah, complètement. Tu faisais quoi alors avant de faire de la photo pour évacuer les choses ? Du sport, mais c'est pas la même chose, en fait. Tu m'as dit que tu faisais du patinage artistique, c'est ça ? ça, ouais. T'en as fait combien de temps ? J'en ai fait pendant 15-16 ans. Waouh. Donc quand même... À haut niveau, en fait ? Ouais, finalement, ouais. Et à ce moment-là, est-ce que le but, c'était d'aller à très haut niveau ? C'est toujours le but. C'est toujours le but ? C'est toujours le but d'aller le plus loin possible, quoi que tu fasses, en fait. Et il y a forcément des rêves quand tu sacrifies ton enfance. Enfin, tu vois, j'allais à l'école, à la midi, j'allais patiner. Je retournais à l'école l'après-midi, le soir, je retournais patiner, après, je faisais mes devoirs, et le lendemain, c'était pareil, tu vois. Donc, il y avait vraiment un... T'avais conscience que tu te dis sacrifier ton enfance, t'avais conscience de ça ? Non, pas sur le moment. Mais je le regrette pas, hein. En fait, tu sacrifies des moments avec tes potes, tu n'as pas la même vie que tes potes quand tu fais du sport ou de la musique ou de la danse à haut niveau, n'importe quoi, tu vois. Il y a vraiment un truc où tu vis pas la même chose que ceux qui vont juste manger des bonbons ensemble après l'école. Mais c'est juste une vie différente. En fait, je trouve que le mot sacrifice, c'est peut-être trop fort. C'est juste différent, en fait. Bah, on peut remplacer le mot sacrifice par choix, en fait. Ouais. Mais sacrifice, il y a un côté où tu perds quelque chose. C'est ça. Même si je sais pas si tu perds quelque chose, que tu gagnes forcément autre chose, mais je pense que les gens qui n'ont pas fait, moi j'en fais partie, j'ai pas fait de choses à haut niveau, tu vois. Donc forcément, on perçoit ça comme un sacrifice, peut-être parce qu'on a vécu les choses que toi tu as choisi de délaisser, justement, tu vois. Et on les a bien aimées. Par exemple, moi j'ai bien aimé passer des journées avec des potes à rien faire, à zoner un peu, quoi. Et donc, en imaginant faire quelque chose à haut niveau, forcément j'ai l'impression que c'est un sacrifice parce que je perdrais tous ces bons moments, tu vois. Mais c'est un peu refaire l'histoire, bref. Ouais, mais à l'envers, tu vois, moi, c'est pas J'ai vécu des moments aussi différents, mais des moments aussi avec des filles du club, des patineuses, des patineurs, tu vois. C'était un autre milieu, mais je vivais quand même des moments avec des gens, même si c'est un sport solitaire, tu vois. Comment tu t'es retrouvé pourquoi tu faisais du patinage artistique ? J'en sais rien. Tu sais pas ? Ça a toujours été comme ça. J'ai commencé et une prof m'a repéré, m'a dit j'aimerais bien la prendre en cours parce que fait un truc bien. Attends, je devais avoir... j'étais gamine, quoi. T'avais quel âge ? J'en sais rien, 3-4 ans. Ah ouais. Ah ouais, t'as commencé vraiment tôt, quoi. Tes parents, ils faisaient pas de patinage artistique ? Non, pas du tout. C'est un truc, je crois qu'on m'avait inscrit à des cours collectifs et que là, on m'avait repéré ou un truc comme ça. Je sais plus, l'histoire, c'est trop vieux. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et donc, t'avais des journées où, en fait, tu t'entraînais en plus des cours depuis que t'avais 4 ou 5 ans, c'est ça ? Ouais. Ouais, non, alors au début, tranquille, hein, tu vois, on n'est pas sur des 10 heures par semaine à 4 ans, hein, bien entendu, tu vois. Mais j'ai commencé là-dedans et après, c'était essentiel pour moi, tu vois. Je me voyais pas faire autre chose que ça et j'en avais besoin et ça me manquait si j'étais pas sur la glace. Hein. Ça te manquait si t'étais pas en train de patiner ? Ouais, bah, c'était une passion. Enfin, c'est comme toute chose que tu fais, tu te passionnes pour, si ça te plaît, tu vois. Eh ben, c'est une bonne question. Est-ce que c'est quelque chose que tu as analysé parce que là, du coup, tu as l'air d'avoir une nouvelle passion avec la photo. Et en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que quand j'ai commencé ce podcast, il y a peut-être 2 ans maintenant, je pensais vraiment que c'était un peu un truc qui m'obsédait, la passion, tu vois. Comment j'avais été passionné de musique à un moment, puis là, je traversais un peu une période où j'avais l'impression que j'avais pas spécialement de passion, tu vois. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que la passion se développe si tu fais quelque chose assez longtemps pour devenir très bon, tu vois. Pour devenir bon, disons. T'en penses quoi ? Je pense que si t'es pas passionné à la base, tu tiendras pas pendant longtemps pour devenir bon. Oui, il faut qu'il y ait une partie amour, en effet, t'as raison. Il y a un truc à la base qui doit être là, parce que... Toi, tu l'as senti, donc tu sais que t'étais petite, hein, mais est-ce que quand t'as commencé le patinage, qu'est-ce qui fait que ça a pu être une passion, alors ? C'est tellement vieux que... Tu sais, j'étais tellement petite, je m'en souviens pas, en fait. Mais je sais qu'après, c'est un truc... Je pense que c'est aussi une attache aux sensations, tu vois. Le patinage, c'est de la glisse, c'est quelque chose... Et j'avais besoin de ça, en fait. C'était une accroche à une sensation, à un truc qui me faisait me sentir libre. C'est quelque chose que tu sens, en fait. Ouais. C'est pas...
C'est intéressant parce que quand t'es enfant, tu peux pas faire des choses pour les mauvaises raisons dans un sens. C'est ça. Tu peux pas te dire je vais faire du patinage parce que comme ça peut-être que je serai riche ou tu sais, stylé ou et du coup forcément tu dois faire. J'imagine que tu choisis des choses pour les bonnes raisons quand t'es petit. Ouais, je pense. J'imagine que ouais. En tout cas, si tu les choisis, enfin, si on te les impose, à un moment, tu vas dire stop, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ça. Parfois on t'impose des trucs ou pas? Enfin, on te fait penser que c'est une bonne chose pour toi alors que t'as pas forcément envie de la faire ou que ça te correspond pas. Et quand tu grandis, il y a un moment où tu diras stop parce que ton caractère va se développer et tu vas comprendre que ça te correspond pas. Il y avait des choses comme ça pour toi ou pas? Non. Non. Et alors quand t'as fait du patinage artistique pendant quoi du coup plus de 10 ans quoi? Ouais. C'est ça? Et à la fin, c'était quel rythme? Ça a beaucoup changé en fait. Ouais, ça a beaucoup changé. À la fin, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai baissé le rythme, qu'après j'ai essayé de reprendre, que j'ai réarrêté. Enfin, c'était des problèmes de santé qui étaient dus au patinage? Non, pas du tout. J'ai jamais su à quoi c'était dû en fait. Donc j'ai eu une maladie que j'ai dû subir en fait, et qui a fait que j'ai dû gentiment arrêter le patinage, tu vois. Et ce qui a fait que finalement j'ai commencé la photo. Donc parce que à l'époque, toi, tu rêvais genre de faire d'être patineuse artistique de haut niveau, enfin comme toutes les petites filles à qui tu mets des jupettes et des patins, quoi. C'est un truc. En fait, je pense que quand t'es sportif et que t'aimes ton sport et que vraiment ça te passionne et que c'est quelque chose que t'as dans le sang, t'as envie de. Ton rêve, c'est forcément les Jeux Olympiques, quoi. Pour tout sportif dont le sport est aux Jeux Olympiques. Donc forcément, c'est un truc qui te fait briller les yeux. Mais tu te rends compte aussi que si tu veux vraiment ça, c'est plus de sacrifices que ce que tu en as déjà fait toute ta vie, en fait. À ce moment-là, tu t'en rends compte vraiment? Ouais. Tu te dis vraiment, là, si je veux aller plus loin? Bien plus tôt, en fait. Que tu t'en es rendu compte quand? C'était pas forcément ce que je voulais de faire que ça. Parce que c'est un sport qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps. Et... Pourquoi ça coûte cher? Parce que les cours, ça coûte cher de patinage artistique. Les patins coûtent cher, les lames coûtent cher. Tout coûte cher dans ce truc. Il n'y a pas comme... C'est un sport de... Il n'y a pas comme pour le ballet, par exemple, des écoles où finalement... je ne sais pas si ça coûte cher ou pas, le ballet, d'ailleurs. J'ai aucune idée. Ok. Et du coup, comment tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu te dis, je suis pas sûr de vouloir continuer à fond? Ouais, ça, je me suis dit plein de fois. Mais tu sais, pendant mon adolescence, c'est un peu ma crise d'ado aussi. Tu vas te dire, je sais pas, je veux arrêter. Donc ouais, il y a eu cette réflexion-là. Et qu'est-ce qui faisait que tu n'arrêtais pas? L'habitude, peut-être, je sais pas, ou le fait que... J'en sais rien. Peut-être c'était juste pour me rebeller que j'avais envie de dire j'arrête, alors qu'au fond, moi, j'avais envie de continuer, je sais pas. Et du coup, quand t'es tombé malade, ça a été progressif que t'aies dû arrêter ou ça s'est arrivé d'un seul coup? Ça a été progressif, en fait, mais c'était quand même violent parce que quand tu tombes malade et que tu fais du sport, ou que tu te blesses ou autre, tu vois, tu sens que petit à petit, t'as plus la même énergie, plus les mêmes forces, tu réussis plus les mêmes choses et il faut l'accepter moralement, quoi. C'est quelque chose d'assez violent de se dire, je suis plus vraiment moi-même, en fait. Tu veux dire que ça attaque ton sentiment d'identité un peu? Ouais, complètement. Ça a pris combien de temps? Enfin, ça a duré combien de temps cette phase où t'as arrêté progressivement? Je sais même plus, vraiment. C'était, je pense, sur 6 mois. Et après 6 mois, je me suis dit, en fait, je me suis dit, j'arrête, en fait. Parce que ça m'énerve. Enfin, ça me bouffait intérieurement de me dire, je m'accroche à un truc alors que ça fonctionne pas. Parce que j'ai plus l'énergie, j'ai plus les moyens physiques de le faire, quoi. Il y a un truc qui t'a fait décider d'arrêter ou c'était une sorte d'accumulation? C'est une accumulation et puis une évidence à un moment que ça servait un peu à rien, quoi. Tu savais ce que t'allais faire ensuite? Pas du tout. Et t'étais encore étudiante à ce moment-là? J'étais encore étudiante. Et ouais, je savais pas du tout quoi faire. Je sais que j'allais étudier, quoi, et finir mes études, mais... C'était quoi tes études? Rien. J'ai même pas le bac. Voilà. T'étais au lycée, quoi? Ouais. Ok. Alors c'est encore un autre nom en Suisse, mais ouais, l'équivalent du lycée. Ok. Toute la scolarité est différente en Suisse, mais c'est plus ou moins ça. Et c'est à partir de ce moment-là que t'as commencé à faire des photos? Plus ou moins, ouais. Mais c'était vraiment, une fois de plus, des photos vraiment de mes potes à l'arrache, en mode c'est rigolo de faire des photos. Qu'est-ce qui fait alors qu'à un moment, tu as réussi à embrayer sur des photos un peu plus, disons, professionnelles? Pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas eu de vrai changement où je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire ça professionnellement. J'ai fait des photos dans un petit festival de musique en Suisse, dans ma ville.
Mais un truc un peu nul, tu vois, pas... Dans ta ville, elle faisait quelle taille, ta ville? Tu me poses une question, là, mon pote? Mais pas immense. Non, mais c'est intéressant pour savoir, tu vois, si... Pas immense. Ok. J'en sais rien. Non, mais t'es pas obligé de me donner le nombre exact d'habitants de ta ville. Hein. Aucune idée. Non, Ok. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que Paris. D'accord, c'est genre une Non, petite ville, quoi. Ouais, c'est une petite ville à côté de Lausanne, en fait. C'est Et même y avait- pas un truc que tu connais si je te donne le nom, quoi. Et il y avait un festival de musique là-bas. Ouais, avec des groupes et tout. Et j'avais fait des photos parce que c'était dans ma ville et que je connaissais les gens. Et du coup, je me suis dit, allez. Et ils ont kiffé, en fait. Et ils m'ont dit, ah, tes photos, elles sont cool et tout. Et elles ont fini sur les sites des mecs. J'ai fait. Donc c'est toi qui leur avais dit, est-ce que je peux venir prendre des photos à votre complètement, festival? Donc c'est toi qui avais fait la démarche. Ouais. Ok. T'avais eu peur de faire la démarche ou? Non, parce qu'à l'époque, j'étais un peu en mode, j'essaie d'envoyer des mails partout et puis on verra ce que ça donne. Donc pour faire des photos. Ouais. Donc t'avais quand même déjà une envie de presse de faire J'ai envie de faire des photos, mais pas en me disant elles sont bien, elles seront cool, tu vois. Juste, j'ai envie d'en faire de plein de trucs. Ça, c'est quelque chose que tu sentais aussi? Ah ouais, complètement. Un peu similaire à quand tu sens que t'aimes bien patiner, par exemple? Complètement, ouais. T'avais testé d'autres trucs que la photo ou t'avais pas ressenti ça ou pas? J'avais pas testé, non. Donc finalement, t'as pas vraiment cherché un truc que t'aimais, t'as plus trouvé un peu à chaque fois, ouais, non? complètement. Ça, c'est fou. intéressant. C'est drôle, maintenant que tu le dis, je réalise. Non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression d'avoir galéré, tu sais, en cherchant un million de trucs et que parfois j'ai de la chance et je tombe sur un truc qui me plaît, tu vois. Mais que vraiment, j'ai l'impression d'avoir testé, je sais pas, en 2-3 ans, des dizaines de trucs différents, tu vois. Ouais, mais après, peut-être que j'ai raté des trucs en n'en testant pas d'autres, tu vois. Ouais. C'est un peu. C'est différentes manières de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, quoi. Ok, donc t'as fait la démarche de prendre des photos et ensuite tes photos se sont retrouvées sur les sites des gens. Des artistes, ouais, on m'a dit, ah, c'est trop cool. Je fais, ah bon? Moi, je trouve ça pas ouf, mais ok. Pourquoi tu trouvais ça pas ouf? Parce que même aujourd'hui, je trouve pas mon travail ouf. Non, parce que t'as toujours envie de faire mieux, en fait. Enfin, quand tu crées quelque chose, t'as toujours envie de faire mieux, 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 et tout le temps. En tout cas, c'est ma personnalité de me dire qu'il y a toujours mieux à faire. C'est Et lié même- au sport de haut niveau, tu crois, ou pas du tout? Peut-être. Je pense qu'il y a un petit rapport avec cette recherche du meilleur et de la compétition, quoi. Mais compétition avec moi-même, tu vois. Mais du coup, tu arrives à trouver des moments où tu es satisfaite et où tu te dis, ah, c'était cool, j'ai quand même bien fait ce travail. Alors, où je suis satisfaite, oui. Enfin, il y a plein de moments où je suis satisfaite, mais genre, si tu montres mes photos d'il y a 2 mois, je te dirais, bah non, en fait, c'est pas fou, quoi. Il y a mieux à faire. Alors que sur le moment, je peux me dire que c'est cool, tu vois. Mais très vite, je me dirais, c'est cool, mais j'aurais pu faire ça de mieux quand même, tu vois. D'accord, donc en fait, tu as toujours envie de progresser et plus ça avance, plus tu vas voir les défauts de ton travail, c'est ça? Ouais. Mais sur le moment, parce que tu vas te dire, ok, là, je suis satisfaite, c'est ça? Complètement. Ouais. Ok, ouais. Après, il y a quand même 2-3 images dont je suis satisfaite, que je trouve vraiment cool et dont je suis fière, tu vois. Mais Lesquelles? il y en a une de Kian que j'en dis. Celle où il est de dos, tu vois les publics, là? Ok, ça j'ai vu. Ouais, Ouais. ça c'est une photo, c'est. Ouah. Bah, celle de Jérémy Ferrari à contre-jour avec son chien sur la scène de l'Olympia, que Ok. t'as peut-être vu passer. Je les mettrai en description de l'épisode. Ouais. Et là, comme ça, c'est un peu tout ce qui me vient en tête. Donc tu faisais je reprends cette histoire qui m'intéresse beaucoup. Vas-y. Tu faisais des photos des gens, elles se sont trouvées sur leur site. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, ok, je vais continuer à proposer mes services? Ou est-ce que tu t'es dit à un moment, en fait, je peux devenir photographe peut-être, ou je peux gagner ma vie comme ça? Pas encore. Je me suis vraiment dit, oui, je vais continuer à essayer de faire de la photo parce que visiblement, il y a quand même un petit truc qui plaît, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais je savais toujours pas qu'on pouvait en vivre. C'était pas un truc. En fait, on m'a jamais dit que l'art c'était un métier. C'était un truc, ça me semblait improbable, quoi. Je viens vraiment pas d'une famille artiste. Je viens vraiment pas de gens qui m'ont fait comprendre ça dans mon enfance, tu vois. Même pour moi, je me suis jamais demandé si des chanteurs ils gagnaient leur vie comme ça, tu vois. Enfin, c'est un truc, ça paraît super niais dit comme ça, mais je savais pas. Et en parlant de ça, justement, t'es à ce moment-là où tu venais d'arrêter le patinage et tu commençais la photo, t'en parlais à tes parents, etc. Ou... Au début, j'ai un peu essayé, puis en vrai, quand j'ai vraiment... Mes parents sont séparés, enfin divorcés, et du coup, ma mère m'a toujours encouragée. Enfin, je vis avec ma mère, j'ai plus de contact avec mon père, et ma mère m'encourage toujours. Mais au début, elle me disait, mais c'est complètement fou, c'est pas un métier, en fait. Mais vas-y, kiffe, en fait. Et j'ai pris une année sabbatique dans mes études, parce que c'était pas encore ça niveau santé.
Ça me paraît super compliqué ce que je suis en train d'expliquer. Non, c'est très simple. Je suis très bien, moi. Bon, alors ça va. Et du coup, j'ai pris une année sabbatique en me disant, comme ça, c'était un peu après, ça doit être sur 6 mois après ce fameux festival, tu vois. Je me suis dit, je prends une année sabbatique, je fais de la photo et si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, je recommence mes études. Mais Donc, t'y es allé à 100% en fait. Ah ouais, complètement. Assez vite, ça s'est fait au bout de combien de temps que t'as pris, enfin, au bout de combien de temps t'as pris cette année sabbatique? Au bout de. C'est une bonne question, ça. 1 an, je pense. Parce que j'étais à notre équivalent du lycée. Je dois réfléchir à ce que je dis. Et du coup, j'étais à l'équivalent du lycée et ça allait pas. J'étais en dépression, j'aimais pas ma classe, j'aimais pas ma prof. J'aimais rien, en fait. Et ça allait pas et je m'éclatais pas dans ce que je faisais. J'allais en cours pour aller en cours. Ça me plaisait pas d'apprendre des trucs que j'avais pas envie d'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, je pense. Ouais. Qui vont en cours pour aller en cours. Et ouais, et moi, c'était vraiment au point où vraiment, je rentrais, je pleurais, quoi. Et j'étais pas en forme toujours au niveau santé. Du coup, j'allais pas en cours la moitié du temps. Et même quand j'étais en forme pour y aller physiquement, moralement, j'avais pas envie d'y aller, donc j'y allais pas, quoi. Donc finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça la vie que je veux. Enfin, je sais pas quand la vie va s'arrêter. Donc autant kiffer ce que je fais et prendre des risques, tu vois. J'avais la chance d'habiter chez ma mère, de pouvoir prendre ce risque, en fait. Tu te disais ça aussi jeune? Ouais. Il faut que je Alors, je un kiffe peu ma plus vie. naïvement, sans vraiment réfléchir au fait qu'il fallait quand même gagner de l'argent pour vivre, tu vois. Mais dans le sens, j'ai quand même réfléchi à avoir envie de vivre et d'aimer ma vie, quoi. Tu penses que c'est quelque chose qui peut s'appliquer pour beaucoup de gens, de couper complètement, tester ce que tu veux faire à fond Parce que souvent, tu as peur que si tu rates ce que tu as entrepris, les conséquences soient désastreuses. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est le pire scénario envisageable est rarement terrible, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si t'as pas, si t'as pas 3 enfants et des dettes, etc. quoi. C'est ça. Et je pense pas qu'il y a vraiment de conséquences désastreuses, tu vois, quand t'es jeune. Parce que t'as rien, enfin, comme tu dis, il n'y a pas d'enfant, t'as pas quelque chose de construit auquel tu dois subvenir, en fait. Donc, en fait, si tu rates, c'est comme si t'avais pas essayé. Ça revient au même point. Donc, autant essayer, quoi. Ouais, donc t'as rien à perdre en fait en essayant. C'est ça. Si, peut-être un peu d'amour-propre des fois, suivant quoi, mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que tu perds finalement l'amour-propre en ayant essayé, même si tu rates? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on se consume intérieurement quand on n'essaye pas, justement. Et que là, on perd. Moi, les rares fois où j'ai le sentiment d'avoir perdu de l'amour-propre ou perdu de la confiance en moi, c'est quand pendant longtemps, je faisais pas ce que je pensais que je devais faire, tu sais. Et au fond de ma tête, j'avais toujours une petite voix qui me disait t'es en train de passer à côté de ta vie, t'es en train de passer à côté de ta vie, tu vois. Et là, je me sentais mal. Et alors, j'ai l'impression que même si je ratais tout ce que je veux faire, bah, le fait d'avoir essayé, je me dirais bon, bah au moins, tu vois. Ça dépend des caractères des gens, je pense. Mais je pense que en fait, il faut que tu fasses en fonction d'être bien dans ta vie. Si t'es pas bien dans ta vie, change quelque chose. Peu importe. Il y a des gens qui seront très heureux dans leurs études, mais tant mieux pour eux, c'est que c'est ça qu'il leur fallait, tu vois. Mais ceux qui ne sont pas heureux, s'ils n'ont pas de... Moi, j'étais pas heureuse et j'avais pas de but final en me disant je fais mes études pour faire ça après. J'avais pas de truc précis. Tu sais pas pourquoi tu étais là, ouais. quoi. Si t'es pas hyper heureux dans tes études, mais que tu sais que tu les fais et que tu as besoin de les faire pour arriver au truc que tu as envie de faire dans ta vie, mais fais-les, force-toi et tu sais qu'au final, tu le regretteras pas, tu vois. Comment tu sais que tu es heureux ou que tu n'es pas heureux? Parce que la question a l'air super vaste et un peu... mais en fait, c'est parce que je pense qu'on se raconte souvent des histoires sur pourquoi on fait les choses, tu vois. Tu sais, il y a plein... Par exemple, moi, je connais plein de gens qui bossent dans des boîtes qui n'ont pas l'air spécialement heureux. Je ne dirai aucun nom. Mais qui le font quand même et qui disent non, mais ça va. En fait, tu peux toujours rationaliser ta situation par rapport à... Évidemment que quand tu as un travail que tu n'aimes pas, bah, ta vie n'est pas pire que celle de quelqu'un qui est gravement malade ou qui n'a rien à manger, tu vois. Donc tu peux toujours rationaliser, en fait. Et te dire non, mais ça va, je ne suis pas à plaindre, tu vois. Si tu cherches, il y a toujours pire, il y a toujours plus triste, il y a toujours plus malheureux, toujours... Nous, on vit justement dans un coin de la planète où on a la chance de pouvoir dire je suis pas heureux, je vais faire autre chose. Je vais essayer de faire autre chose. À des endroits, ils n'ont pas le choix de... En fait, c'est un luxe de pouvoir réfléchir à si on est heureux ou pas. Et ça, on se rend peut-être pas assez compte. Parce que dans certains endroits, on peut pas réfléchir à ça. On se dit juste, il faut que je survive. Il
faut que j'évite de me prendre une bombe sur la gueule en sortant et il faut que je trouve à manger. Et nous, on n'a pas ces problèmes-là pour l'instant. Donc c'est vraiment un luxe de pouvoir se dire, est-ce que je suis heureux ou pas? Et je pense que quand on t'offre un luxe comme ça, il faut se poser la question, il faut essayer d'être heureux en fait. Et quand t'as décidé d'être heureuse, disons, et que t'as pris cette année sabbatique, t'avais un objectif à ce moment-là? Pas du tout. Tu t'es dit, on va voir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'avais pas de... Je voulais juste kiffer, en fait, voir ce qui était faisable, ce qui était pas faisable, voir les limites du truc. Et si ça me plaisait ou pas, parce qu'en fait, j'en avais aucune idée. J'avais juste fait 3-4 photos pour des potes sur des concerts, mais je savais pas ce que c'était vraiment, tu vois. Et du coup, j'avais envie de découvrir ça et puis de tester et au moins de me reconstruire moi-même, tu vois. Même si je reprenais mes études après, il fallait que je sois bien avec moi-même, que je sois bien en forme niveau santé et que je sois bien heureuse dans ma vie. Pour me dire, si je reprends des études, c'est que je suis bien et que je sais où je veux aller. Tu veux dire que t'as fait passer la santé en priorité un peu? Ouais. C'est qu'il fallait reconstruire la machine en quelque sorte? Ouais, des fois, il n'y a pas le choix. Ok. Et du coup, comment t'as procédé alors à partir du moment où t'as fait cette coupure? Comment t'as avancé? À l'arrache. C'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. J'y vais un peu à l'arrache, j'écris des mails, je tente des trucs. Si ça passe, ça passe. Et si ça passe pas, ça passe pas. Au début, t'écrivais des mails à qui, par exemple? N'importe qui. Toutes les adresses mails que je trouvais, j'envoyais. C'est vrai? Ouais. Mais c'était des artistes, Ouais, des artistes. En fait, j'ai toujours été intéressée par les artistes parce qu'il y a des univers qui me parlent beaucoup et que comme on en parlait avant, je suis timide et que quand tu prends un artiste sur scène en photo, tu n'existes pas en fait en tant que photographe. T'es en bas, t'es en bord de scène, on te calcule pas. Quand tu fais des portraits, t'es face à la personne, tu dois exister. En fait, tu t'oublies, c'est ça? Complètement. C'est ce que tu cherches Ouais. quand tu pratiques quelque chose. Ouais. C'est intéressant. Je vais encore revenir. Ça me fait encore penser au sport de haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où quand tu as un niveau de performance élevé, vraiment élevé, et que tu as répété tellement de fois les mêmes mouvements, est-ce qu'il n'y a pas justement un côté où tu t'oublies aussi? Possible, ouais. Putain, tu vas me lancer dans des réflexions dans ma tête que j'ai jamais faites. Ouais, c'est ma passion, ce genre de truc. J'avais en plus complètement un truc à dire Ah oui, voilà. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, ça m'a un peu fait penser ce que tu fais et la manière dont finalement tu avances. J'ai un peu l'impression que t'es le... Enfin, tu vois, moi, avec ce podcast, c'est pareil, je rencontre plein de gens et je grandis de ces gens à chaque fois que je les rencontre, tu vois. Et je progresse, en fait, à chaque fois que je rencontre ces personnes. Et j'ai un peu l'impression que j'étais très angoissé avant de commencer ça, parce que je pense que j'étais très centré sur moi, tu vois, sur qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais être stylé et tout. Et en fait, le fait de faire quelque chose un peu pour les autres, c'est-à-dire où, par exemple, quand j'invite quelqu'un sur Nouvelle École, j'ai envie que la personne passe un bon moment, j'ai envie qu'elle ait l'impression aussi d'avoir un peu brillé en quelque sorte, ou tu sais qu'on ait sorti quelque chose de vraiment intéressant et qu'elle ait envie de le montrer aux autres, en fait, tu vois. Et du coup, il y a un côté où je suis obligé de me mettre au second plan et de faire en sorte que ce soit vraiment pour la personne qu'on fait cette interview. Et j'ai l'impression que quand tu fais ça, et moi je l'ai trouvé complètement par hasard, hein, c'était même pas intentionnel, tu vois, mais quand tu fais ça, tu trouves finalement quelque chose qui me fait penser à ce que tu décris justement, tu vois, t'es un peu la toile sur laquelle les gens peuvent peindre, tu vois. Et du coup, tu deviens juste le réceptacle de tout ce que ces gens ont à donner, tu vois. Non, ouais, complètement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que quand tu peux t'effacer comme ça et prendre ce que les gens ont à te donner, c'est vraiment naturel, en fait. T'essayes pas de les façonner pour qu'il y ait quelque chose qui sorte, qui te plaît, toi. Tu prends juste ce qu'ils sont et tu le retranscris, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'est trop intéressant. Ça me fait penser au fait que là, qu'il n'y ait pas de plan et qu'il n'y ait pas de préparation. Désolé, on parle que de moi là, du coup, mais tu vois, c'est intéressant. Dans les interviews, je trouve que quand je me gourre, quand je fais des erreurs, souvent c'est pas bien quand je veux trop aller là où je veux, quand je sais trop où je veux aller, tu vois. Quand je me dis cette personne, on va lui faire parler de ça va défoncer, elle va dire ça et ça, tu vois. Et du coup, pendant toute l'interview, je pense à ça, et je me dis attends, faut qu'on parle de ça. Et en fait, ça se trouve, je suis en train de rater complètement quelque chose que la personne n'a jamais dit ou qu'elle a envie de sortir. Et en fait, c'est ces moments-là qu'il faut pas rater, tu vois. Parce que tu te mets une pression, en fait. En plus, tu mets la pression, ouais. Mais complètement, c'est pareil. Au début, je me disais, j'aimerais trop faire cette photo-là avec cette personne. Enfin, que ça ressorte comme ça, tu vois. Et en fait, non, parce que les gens sont jamais vraiment ce que tu penses qu'ils sont.
ils sont capables de te donner 1000 fois plus que ce que tu imaginais à la base. Et donc, comment tu fais alors? Ça, c'est hyper intéressant. Faisons une section non préparée, mais sur ce que tu as appris, en fait. Les erreurs que tu faisais au début et ce que tu fais plus maintenant. Waouh, je pense qu'il y en a tellement. Bah ouais, justement. En plus, considère-moi comme ton élève, parce que moi, j'aime bien prendre des photos. Mais alors, vraiment, je suis nul, mais grave, mais j'adore ça, tu vois. Et disons que ça m'intéresse de plus en plus. Et du coup, mettons qu'aujourd'hui, je commence à appeler tous les gens que je connais, à leur dire, je te prends en photo. J'espère. Enfin, ils diront pas oui, a priori, mais comment tu ferais? Enfin, qu'est-ce que je dois pas faire? Qu'est-ce que je dois pas faire comme erreur que toi, t'as faite? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Trop me mettre la pression déjà. Parce que ça sert à rien. Enfin, tu vas juste appuyer sur un bouton, en fait. Part de cette idée-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, mais tu me poses des questions. Je pars tellement loin dans ma tête, du coup. Non, je suis pas sûre que j'ai fait beaucoup de vraies erreurs. J'ai amélioré des choses, en tout cas. Qu'est-ce que tu as amélioré? Ma façon de voir les choses, ma façon de considérer les gens, de travailler techniquement. Je connaissais rien à la technique, moi, à la base. Je connais toujours pas grand-chose, mais je connaissais rien du tout à la base. C'est quoi les premiers trucs qu'il fallait que tu apprennes qui étaient vraiment importants? Arrêter d'utiliser mon appareil en automatique. Hein, c'était bien. C'est quoi automatique? C'est quand ton appareil se règle tout seul quand tu appuies sur le bouton. Par exemple, sur un iPhone, il y a un mode automatique. Et de façon automatique, ton iPhone, oui. Quoi qu'il arrive? Ouais. Ok. Tu peux oui, parce que tu peux pas bouger l'objectif, oui, c'est ça? Non, l'objectif, mais tu vois, tu peux pas faire ta mise au point sur l'iPhone, tu peux pas changer ta lumière, ta couleur, sur ton appareil basique. Hein, donc, quand tu commences, vaut mieux commencer direct sans le faire en automatique pour apprendre à régler les choses, c'est ça? Si tu veux vraiment, vraiment faire de la photo, oui. Après, le mode automatique, moi, ça m'a servi finalement. En soi, c'est une erreur de faire des photos en automatique, tout le monde te le dira. Mais ça m'a servi à apprendre à plus bosser sur l'émotion et les cadrages que sur ma qualité de photo, tu vois. Ouais. Donc finalement, ça m'a servi. Ça, c'est intéressant parce que parfois aussi, j'ai l'impression que tu peux te perdre dans des détails trop tôt. Alors évidemment que si tu veux devenir un grand photographe ou un grand musicien, à un moment, il va falloir apprendre comment ça fonctionne, quoi. Mais j'ai l'impression que quand tu démarres, parfois, tu peux te perdre là-dedans et ça peut être même terrifiant, tu sais. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver, quoi. Je vais jamais comprendre comment ça fonctionne, toutes ces fonctionnalités, tu vois. Déjà, je pense que si tu veux devenir un grand photographe ou un grand musicien, tu pars mal. Et c'est juste de faire de la musique ou de la photo et d'aimer ce que tu fais. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Mais c'est difficile de commencer des choses sans se dire ça, non? Je sais pas. Moi, Toi, tu te le dis jamais? Non. Pourtant, tu te le disais quand tu faisais du patinage artistique. Je me le disais. Je sais pas, c'est pas tant que ça en vrai. Je me disais juste, j'aime ce que je fais, j'essaie de faire au mieux, mais pas j'ai envie d'être quelqu'un de grand, tu vois. C'est forcément un truc que t'espères et tu bosses quand même pour ça. Enfin, c'est un objectif, mais t'as pas envie d'être ça quand même. Je sais pas comment exprimer. Moi, ça me parle complètement parce que là, je me suis remis, mais très récemment, à refaire de la musique parce que ça me manquait, quoi, tu vois. Mais en fait, c'était vraiment le truc que j'avais le plus peur de refaire parce que j'ai vraiment fait plein de trucs qui gravitent un peu autour de ça. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait vraiment 1 an et demi que je fais Nouvelle École et que les gens me disent non mais faut se lancer. Et moi je dis à tout le monde non mais faut se lancer, faut pas avoir peur et tout. Et en même temps j'étais là, j'arrivais pas à refaire de la musique, quoi, parce que ça me faisait trop peur, tu vois. Et en fait j'ai envoyé un mail à un gars et je lui ai dit est-ce que tu penses que je peux refaire de la musique et tout. Il m'a dit bah évidemment, tu vois, mais il faut juste que tu arrêtes de te prendre la tête sur ce que tu vas devenir en fait. Complètement. Et je l'ai lu ça, j'ai fait ah ouais c'est ça en fait, c'est que je veux pas le faire parce que j'ai peur de rater et de pas, tu sais, que ça j'aurais peur que si ça donne rien de manière professionnelle ou un truc comme ça, j'ai raté, tu vois. Et en fait c'est déjà faire les choses pour les mauvaises raisons en fait. Complètement, mais surtout personne ne le saura en fait. Les gens se disent juste il joue de la guitare, c'est cool. On va se dire il joue de la guitare et il va devenir un immense guitariste, quoi. Personne va va te mettre cette pression-là. Tu te la mets tout seul. Ouais. Et je crois qu'on a vraiment ce truc avec le regard des gens, toujours, où on a peur de rater à cause des gens qui vont nous juger, en fait. Alors que non, c'est juste dans nos têtes, quoi. Oui, mais ce qui est fou, c'est que ça s'arrête jamais, quoi. Parce que pour le coup, j'avais vraiment l'impression que, et même là, j'en suis à un stade où j'ai l'impression que par rapport à il y a 1 ou 2 ans, j'ai plus du tout peur, quoi, de lancer des choses, tu vois. Et en fait, il y a encore des choses, quand même, où... Ça bloque. Ouais, ça bloque, ouais. C'est normal, je crois que c'est humain, en fait. Et au moins, ça te met des défis de te surpasser pour aller plus loin que ta zone de confort et oser des trucs, quoi. Et donc, restons sur cette section qui m'intéresse beaucoup.
des choses que que tu as apprises à faire différemment, disons, ou sur lesquelles tu as évolué par rapport au début? Je sais pas trop. En vrai, je pense que je me suis pas... C'est hyper bizarre de dire ça, mais je pense que je me suis pas trop plantée dans mes débuts, tu vois. Parce que j'ai toujours été respectueuse des gens. J'ai jamais beaucoup publié sur les réseaux sociaux. Enfin, je publie 1-2 photos de chaque série, tu vois. Si je rends 300 photos à quelqu'un, j'en publie 3-4 maximum sur mes réseaux. Donc ça, c'est important. C'est ma façon de faire. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que pour moi, c'est très intime les photos que je fais, en fait. Je mets beaucoup d'émotions à ce que je suis dedans. Et c'est quand même une mise à nu aussi de les poster pour moi, tu vois. De toi? Ouais. Il y a des photos que je mets beaucoup de temps à publier, où je me dis, waouh, ok, ça représente trop. Et peut-être que les gens ne les liront pas, tu vois, ils diront juste, ah, c'est joli. Et pour moi, de les publier, j'ai mis tellement d'émotions dedans, tellement de travail, tellement de trucs, que c'est dur de les montrer, tu vois. Ouais, je suis vraiment trop sensible. Non, c'est vraiment intéressant. Quand tu fais des photos de quelqu'un, tu lui envoies 300 photos? Non, pas toujours. Mais parce que je me serais dit, j'aurais eu tendance à croire que quand tu prends des photos de quelqu'un, tu vas... Parce que moi, si tu m'envoies 300 photos, je vais jamais savoir laquelle choisir, tu Non, vois. je parle pas typiquement, tu vois, un shoot comme ça d'une personne, jamais j'en envoie 300. Mais si je fais 3-4 soirs de spectacle ou de concert avec quelqu'un, ou 3-4 jours de tournage où il y a vraiment toute l'équipe à prendre en photo, tous les figurants, tous les comédiens, là, j'arrive facilement à 300 photos, quoi. Quand tu prends quelqu'un en photo, en portrait, tu vas lui envoyer combien de photos, par exemple? Ça dépend des gens. Mais entre 30 et 100, quoi. Pourquoi ça a l'air aussi important, tu te dis, j'ai toujours respecté les gens? Tu vois, comme si, est-ce que c'est la première condition quand tu fais de la photo? Ouais, clairement. Parce que les gens te donnent leur image, en fait. Et moi, j'ai conscience de ce que c'est parce que je déteste être prise en photo. En fait, donc tu les comprends, en fait. Ouais, quand tu donnes ton image à quelqu'un, la personne peut soit te faire prendre une immense confiance en toi parce que tu te trouves hyper beau sur la photo, soit tu peux chialer pendant une semaine parce que tu t'es trouvé moche et tu te dis mais je ressemble à ça dans la vraie vie. Et moi, ça m'arrive souvent quand les gens prennent des photos de moi et qu'ils les publient sans mon accord. Maintenant, ça arrive moins, mais à l'époque, quand j'étais avec mes potes qui faisaient ça, souvent je pleurais parce que je me trouvais affreuse sur les photos. Je disais mais non, en fait, parce que tu viens de te servir de mon image. Et moi, j'ai pas donné mon accord et je me trouve affreuse et j'ai pas envie que ce soit cette image de moi qui reflète ce que je suis. Donc j'ai vraiment une pression que je me mets toute seule assez grande là-dessus à me dire j'ai quelque chose d'incroyablement précieux dans les mains quand les gens me laissent les prendre en photo. En fait, le fait que toi, t'aimes pas être prise en photo, ça a développé une grosse empathie, en fait. C'est peut-être ça qui fait que t'es du coup prédisposé presque naturellement à prendre des photos. Peut-être, ouais, je pense. Ça a sûrement un rapport, en tout cas. Et donc, pas respecter les gens, ce serait quoi? Ce serait poster les photos sans leur accord? Ouais, déjà ça, les prendre dans des moments où ils sont pas en valeur, où c'est des moments perso, où c'est des... En fait, il y a des moments où... J'estime qu'il y a des moments où tu as le droit de prendre des photos et des moments où tu n'as pas le droit de prendre des photos. C'est quoi les moments où tu n'as pas le droit? Pour moi, quand un artiste est en train de se préparer à monter sur scène et qu'il est dans un stress ultime, c'est pas le moment. Faut faire très gaffe à... En fait, tu le sens quand tu es pris en photo. Donc, faut pas rajouter ça à des gens qui sont qui sont pas bien ou qui sont pas dans leur meilleur jour ou qui... Je pense que ça se ressent juste quand les gens ont envie ou pas. Tout est très à l'instinct, en fait. Ouais. Mais je crois que c'est ça qui fonctionne, en fait. Dans la vie, avec les gens, quand tu fonctionnes à l'instinct et au naturel, ça fonctionne. Les amitiés, ça fonctionne comme ça. C'était déjà arrivé de te rater et de prendre des photos de quelqu'un au mauvais moment, quelqu'un t'envoie? Pas que je m'en souvienne. Ou alors on me l'a pas dit. Et ça t'est déjà arrivé d'envoyer des photos à quelqu'un et que la personne te dise, ou que la personne les trouve horribles et que tu te sens trop mal? Oui. Oui, c'est arrivé une fois. Mais parce que la personne me l'a dit, elle avait un problème avec son image. Pas avec mes photos, mais vraiment avec son image qu'elle reflétait ce qu'elle était physiquement. Parce qu'elle avait pris du poids, parce qu'elle était dans une période où c'était pas cool. Et c'était pas... Elle avait accepté de faire ses photos, hein. J'avais jamais mis la pression ni rien. Mais quand elle les a vues, elle a dit non, c'est pas... J'ai pas envie que ça sorte, j'ai pas envie que ça existe. J'ai fait ok. Et j'ai tout supprimé. Et ça t'a rien fait ou tu t'es senti... Sur le moment, je me suis sentie très mal. C'était un échec personnel.
Même si elle m'a répété 1000 fois, non, mais c'est pas à cause de toi, tu fais, ouais, mais c'est comme mes photos, quoi, en fait. Ça t'a fait du mal, donc c'était insoutenable sur le moment. Et donc, en fait, là aussi, il y a t'es très proche, en fait, de ce que tu produis, quoi, non? Donc, si ce que tu produis est critiqué, tu te sens attaqué un peu ou... Ah, complètement. Pas attaqué, je pense qu'il y a quand même une différence, mais j'ai l'impression que mon regard a pas été bon. Que ma façon de faire a pas été bonne, que j'ai raté quelque part, sans savoir où, tu vois. Alors que là, vraiment, j'y pouvais rien, tu vois. Juste, elle aimait pas son image, elle aimait pas son image. Et comment tu fais pour est-ce que t'as une sorte de comment dire de processus conscient pour progresser est-ce que tu vas analyser les trucs que tu as fait avant ou comment tu penses que ça se fait? C'est juste de l'expérience? J'ai rien de conscient en fait. J'essaie toujours juste de faire mieux, mais sans me dire il faudrait que je fasse ça mieux ou ça mieux. Mais comment tu sais que c'est mieux du coup? J'en sais rien. Non, je sais quand je regarde mes photos d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an, tu vois. Je vois la différence. Mais sur le moment, j'en sais rien. Pour moi, là, dans ma tête, ça fait 4 mois que je fais exactement la même chose, quoi. Et c'est très frustrant. Ah ouais? Là, t'as l'impression d'être à un moment où tu es sur un plateau? Stagne, j'arrive plus à parler. Stagne complètement, ouais, c'est insupportable. Et je sais que je verrai ça dans 6 mois, je me dirai, ah non, mais en fait, t'avais quand même progressé. Pourquoi t'as l'impression de stagner? Je sais pas. C'est des périodes comme ça. Je crois que dans tout milieu artistique, il y a des moments où t'as l'impression de pas avancer. Que ce soit en musique, en photo, en dessin, en quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a forcément des moments de vie comme ça. Tu pourrais prendre des paysages en photo, parce que j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ce que les gens ressentent en fait. Et est-ce que finalement tu pourrais faire de la photo avec des paysages ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Alors je peux, mais ça me parle beaucoup moins. C'est un truc qui me manque, une émotion humaine en fait. Mais il y a des gens qui font des paysages et qui savent ressortir des émotions de dingue. Moi ça m'est pas donné, il me faut quelqu'un humain en face pour pouvoir faire quelque chose qui me convienne en fait. Est-ce que tu penses que c'est une... Là, j'ai tellement... En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis, j'ai une autre question, là. Du coup j'essaie de la mettre de côté, de pas y penser, tu vois. Et c'est ça de Power de Notes. Ouais, mais c'est pas mal, en fait. Est-ce que tu penses que c'est une bonne... pour quelqu'un qui commencerait la photo, par exemple? Et je dis ça parce qu'en fait, j'ai une cousine qui m'a dit qu'elle avait envie de commencer la photo. Donc, parfois, je parle avec des gens, après, ils se retrouvent en cas pratique dans Nouvelle École la semaine suivante. Je ne donne pas de nom. Mais bon, j'ai pas beaucoup de cousines, donc... c'est une bonne stratégie, disons, pour progresser vite ou en tout cas s'entraîner d'écrire à tous les gens que tu connais pour faire des photos d'eux? Non. En fait, j'ai écrit à beaucoup de gens, mais toujours à des gens dont j'aimais la personnalité, ce qu'ils dégageaient ou ce qu'ils faisaient. Je pense qu'écrire à des gens pour écrire à des gens, ça sert à rien. Faut qu'il y ait quelque chose qui t'inspire chez eux, en fait. Que ce soit juste tes potes, en fait. Moi, je suis incapable de faire quelque chose de bien en photo à quelqu'un que j'aime pas. J'ai besoin d'avoir un partage avec cette personne. Comment tu sais que tu vas avoir un partage avec cette personne? Comment tu sais à l'avance? Tu le sens dans ce que fait la personne dans son... Oui et non. Des fois, je le sais pas du tout. Il y a des trucs où je me retrouve à découvrir des gens et soit c'est des très bonnes surprises, soit des moins bonnes. Il y a des mauvaises surprises parfois. J'en ai eu très très peu. C'est vraiment, jusqu'à maintenant, tous les gens quasiment 99% des gens que j'ai pris en photo étaient incroyables, quoi. Donc j'ai vraiment eu de la chance avec ça. Mais parce que j'ai pas essayé de contacter des gens. Je travaillais avec beaucoup d'artistes, mais j'ai pas essayé de contacter des artistes parce qu'ils avaient un peu de notoriété, tu vois. J'ai toujours contacté des gens dont j'aimais la personnalité ou le travail, où j'écoutais les interviews et je me disais, waouh, ok, j'ai vraiment envie de faire des photos de cette personne pour ce qu'elle dégage. T'allais écouter des interviews des personnes et après ça te donnait envie de faire des photos, par exemple. Ouais. C'est marrant parce que juste le travail, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc qui se ressent dans le travail des gens, s'il y a une bienveillance ou pas, en fait. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à ce que j'essaye de faire, quoi, pour savoir qui j'invite, tu vois. De pas le faire pour les mauvaises raisons, encore une fois. De pas dire, là, je vais inviter telle personne, elle a 1 million d'abonnés sur Instagram, tu vois. Ouais. Et du coup, et encore une fois, en lien un peu avec ce que je fais, t'as passé finalement du coup plein de temps avec plein de personnes qui font des choses super intéressantes, que ce soit des humoristes. Enfin, je vais pas tous les citer, mais en fait, donc, t'as pris en photo l'intégralité, beaucoup des gens de ce podcast. Mais il y a eu Marina Rollman, Sophie-Marie Laroui, puis
Kian, avec qui tu as passé pas mal de temps, je crois, donc forcément Navo, Orelsan aussi, que tu as pris en photo, qui lui, pour le coup, n'est pas passé encore sur Nouvelle École. Je dis encore, hein, parce que j'y travaille. et du coup, est-ce que tu as le sentiment d'avoir... que ça t'ait fait grandir ou de t'imprégner des gens que tu vois? Ah, complètement. Je grandis à chaque fois que je travaille avec des gens, ils m'apportent tellement. Enfin, je travaille avec des gens incroyables. Par exemple, est-ce que tu as des idées un peu concrètes de ce que certaines personnes ont pu t'apporter? Kian, particulièrement, m'a apporté de me faire confiance. De me dire que ce que j'avais, c'était parce que je travaillais et pas que par la chance, en fait. Et il m'a vraiment apporté ça. Et c'est très précieux, en fait, de se dire ce que je fais a quand même de la valeur parce que je le fais et pas juste parce que c'est un coup de chance. Parce que sinon, toi, t'aurais eu tendance naturellement à te dire c'est un coup de chance? Qu'il y a une grande partie de chance, en tout cas. J'ai du mal à me dire, waouh, je mérite vraiment ce que je vis, en fait. Et Kian me dit toujours, non, mais vraiment, tu le mérites, arrête de remettre ça en question, quoi. Il y a d'autres personnes où t'as le souvenir justement de choses comme ça? Comme ça, non, mais c'est de vivre avec eux, de voir comment ils voient les choses qui font grandir, en fait. Si, je crois que McFly et Carlito m'ont appris beaucoup aussi. Je les connais depuis 2014, donc quand ils faisaient encore le Fat Show, etc. Et ils m'ont appris que pour réussir, il fallait juste rester soi-même et faire la même chose et faire ce en quoi tu croyais. Ça arrive pas forcément tout de suite, des fois ça prend du temps. Ça a pris du temps pour eux ça décolle, tu vois. C'était déjà bien avant, mais pour que vraiment ça soit immense comme ça l'est aujourd'hui, ils sont restés eux-mêmes, ils ont fait toujours la même chose et pour moi c'est une grande leçon de vie, ces deux-là. Tu gardes ensuite tu gardes des contacts ensuite avec les gens que t'as pris en photo? Tu les vois ensuite, etc. Ouais, souvent. Pas tous, mais après je travaille dans un milieu où je croise souvent les gens, tu vois. Ah ouais? Tu sais, l'humour, YouTube, tout ça, c'est un petit univers quand même, quoi, où ça gravite beaucoup et on se croise souvent à différents endroits. Donc après, il y a des gens avec qui j'ai plus de feeling et qui je deviens vraiment pote et qui on va forcément faire des soirées et des trucs, tu vois. Et d'autres que je vois plus souvent professionnellement, mais avec qui ça fonctionne très bien aussi. Et après, est-ce que parfois, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire si je reste trop dans le milieu de l'humour, etc., je vais être catalogué dans le milieu de l'humour, ou est-ce que tu fonctionnes pas comme ça? Je fonctionne pas comme ça, en fait. Je me dis juste que tant que je m'éclate dans un truc, j'y reste. Je pose cette question, elle est vraiment pour moi, parce que, encore une fois, parce que tu vois, finalement, sur Nouvelle École, j'ai eu pas mal de gens que tu as pris en photo et qui sont peut-être un peu du même univers, des humoristes. Et parce qu'en fait, quand je commençais à les rencontrer, je me suis dit, mais ils sont trop bien, ces gens. Ouais. Tu vois, ils sont super intelligents, ils sont drôles, ils sont sensibles. Finalement, c'était un peu exactement les gens que je voulais avoir sur Nouvelle École. Et en fait, j'ai un peu une tendance naturelle à vouloir rappeler tous leurs potes et à dire, viens, tu sais, parce qu'ils sont tous trop sympas. Et en même temps, parfois, je me dis, ouais, mais tu vois, il faut que j'ai des gens de plusieurs domaines, sinon je vais me cataloguer, je vais plus pouvoir étendre le podcast. Tu vois, c'est pour ça que je demandais ça, en fait. Moi, je trouve pas. Enfin, moi, je m'éclate dans ce que je fais avec les gens avec qui je travaille, tu vois. Mais je pense que si un jour j'ai envie de tout changer, je changerai tout. En fait, tant que tu as envie de faire quelque chose et que le quelque chose a du sens, même si c'est dans le même milieu, fais-le, en fait. Quand il faudra aller voir ailleurs pour voir d'autres milieux et d'autres gens, tu le feras naturellement. Moi, je pense pas que tu puisses être catalogué. Ou tu te catalogues tout seul dans ta tête, en fait. Mais je pense pas que les gens te cataloguent. Ils se disent juste, ah ouais, ok, maintenant il fait avec ces gens-là parce que c'est des gens qui... Tu crois pas? Parce qu'au début, par exemple, je faisais que des start-upers, des entrepreneurs, disons. Et je pense que c'était le podcast des start-up, Nouvelle École, tu vois. Et en fait, c'était le podcast des start-up. Après, c'est compliqué d'aller dire à, je sais pas, à Kian, par exemple, viens sur Nouvelle École. Il va dire, c'est un peu bizarre vu que je fais pas de start-up, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, dans cette démarche de se dire, moi, j'ai pas envie que, par exemple, je voudrais pas qu'un invité que j'ai trop envie d'avoir se dise, bah non, je vais pas y aller, c'est pas pertinent. C'est le podcast de ce genre de personnes-là, tu vois. En fait, je pense pas que dès que les gens écoutent ce que tu fais, je pense pas que tu puisses être catalogué parce que il n'y a pas une question de je fais un podcast sur tel ou tel milieu, tu vois. Il y a une question de je fais un podcast sur des gens qui m'inspirent, que j'aime, et qui m'intéressent. En fait, ton podcast, il est clairement basé sur l'humanité, tu vois. Tu t'intéresses à l'humain.
Pas au youtubeur, à l'humoriste, au mec qui a fait une start-up, ou machin. T'intéresses à l'humain. Et quand tu t'intéresses à l'humain, vraiment, tu peux pas être catalogué. Parce que tout le monde est humain. Ouais, toi, tu te catalogues pas, peut-être, et les gens qui écoutent vraiment. Mais sinon, quand tu es dans les réflexes, je pense un réflexe de la psychologie humaine de base, c'est de cataloguer justement pour pouvoir processer beaucoup d'informations. Parce que si tu catalogues pas, si tu dois rentrer dans le détail, dans tout, tu peux jamais finalement avancer dans la vie, tu vois. Et donc, je pense que si moi je voyais un podcast ou une photographe, tu vois, pour prendre le même exemple, un podcast qui fait par exemple que des humoristes, je me dirais, c'est un podcast d'humoristes, tu vois. Et en effet, évidemment que si tu rentres dans l'œuvre de la personne et que si tu l'étudies, c'est beaucoup plus nuancé que ça et c'est pas vrai. Mais c'est plus pour ça que je te posais cette question, dans le sens où tu contrôles pas spécialement finalement ce que les gens vont. Enfin, ça se trouve, les gens vont te cataloguer d'une certaine manière qui va ensuite t'empêcher de bouger, tu vois. S'ils veulent me cataloguer, ils me cataloguent. Hein. Moi, c'est un truc, je m'en fiche complètement. Si d'un coup je veux partir faire des photos d'animaux, j'irai faire des photos d'animaux en fait. Je me mets pas la pression là-dessus. Ce que les gens pensent, ils le pensent. Moi, ça va pas changer. J'ai décidé, j'ai tout lâché pour être heureuse. C'est pas parce que les gens vont me cataloguer dans un truc, si ça me plaît plus, je vais pas y rester, je vais changer. Si tout lâcher une fois, je peux le lâcher 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est vrai. Par exemple, là aujourd'hui, tu te dis encore que tu pourrais tout lâcher et faire autre chose. Complètement. Là, je sens pas cette envie-là, tu vois. Mais quand je la sentirai, je le ferai. C'est pas un truc qui me fait peur, en fait. Merci beaucoup. De rien. Laura, d'être venue sur Nouvelle École. J'adore arrêter Nouvelle École à un moment, genre trop, tu sais. Wow. La montée. Ouais. Et merci beaucoup d'être venue pour cette première interview sans notes. Franchement, tu as bien géré. On s'en est bien sorti. Hein. On est bien. Moi, j'ai passé un super moment. C'est trop cool. Où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent s'ils veulent découvrir ce que tu fais? Sur mon Instagram. Donc c'est LauraG_photo. Underscore, c'est donc le tiré du bas. Oui, le tiré du bas. Je sais jamais si on doit dire underscore ou tiré du bas. De toute façon, je le mettrai dans la description de l'épisode. Lisez les descriptions d'épisodes. Je me fatigue à écrire des descriptions d'épisodes pour chaque épisode. Et ensuite, les gens viennent me demander, c'est quoi la référence du livre? Tout est dans les descriptions. Il suffit de cliquer. Le coup de gueule. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.